je m'appelle William Puech, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je fais mes recherches au LIRM, le laboratoire d'informatique, robotique et électronique de Montpellier. J'effectue des recherches en traitement des images et plus particulièrement en sécurité des données multimédia, en particulier des données visuelles. Voilà. Donc ça, c'est le même support que j'avais à Malte. Donc je vais faire des morceaux choisis pour m'attarder sur une partie plus spécifique qui est l'obscuration d'image. Voilà. Donc déjà, quand on parle de sécurité multimédia, il y a quand même deux axes différents. Donc il y a un axe qui est, on va développer des systèmes sécurisés qui s'appuient sur des données multimédia. Donc est-ce que vous pouvez me citer des exemples? Contrôle d'accès par reconnaissance de... Voilà, donc tout ce qui va être biométrie, par exemple, hein, d'accord, facial, empreinte digitale, etc. Donc on va utiliser des images avec des capteurs pour sécuriser les entrées et aussi les systèmes de vidéosurveillance, analyse de comportement, détection d'anomalies, etc. Voilà. Et puis il y a une deuxième partie qui est la sécurité des données elles-mêmes. Voilà. Et c'est sur cette partie-là que je concentre plus particulièrement mes activités de recherche. Donc, très rapidement, je balaye les aspects systèmes sécurisés basés sur données multimédia. Donc, par exemple, en biométrie, hein, je ne vais pas m'attarder plus. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de développement de systèmes multimodaux hein, qui vont utiliser différents types de capteurs, température, par exemple pour les doigts, vidéo, etc., etc. Alors, ce n'est pas complètement cloisonné, hein, les systèmes sécurisés basés multimédia et la sécurité des données multimédia, parce qu'on va vouloir, par exemple, parfois chiffrer les données multimédia pour pouvoir les transférer de manière sécurisée. Voilà. Et les systèmes de vidéosurveillance, où on va essayer d'éviter qu'il y ait des agents comme ça, qu'il y ait des murs, des écrans, des mosaïques d'écrans, d'effectuer des contrôles, en particulier de comportements anormaux, dans des gares, sur des places, etc. Donc là, il y a analyse de comportement, suivi de personnes, réidentification d'une caméra sur l'autre. Hein, dans une métropole comme Rennes, il y a des caméras qui ne sont pas directement liées les unes aux autres. Donc des caméras des transports en commun, des caméras des magasins, etc. Voilà. Mais malgré tout, pareil, c'est un lien avec la sécurité des données elles-mêmes, parce qu'on va vouloir aussi protéger la vie privée des personnes. Donc, quand on n'a pas envie d'être forcément suivi quand on va aller se déplacer en ville. Donc, il y a une ligne rouge qui est en train d'être franchie, en particulier en France depuis 2024 avec les Jeux Olympiques sur Paris et dans d'autres villes, où il y a eu énormément de systèmes de surveillance, de protection, voilà, de foule, etc., pour aller dans des événements, qui ont fait que donc ça évolue. Aujourd'hui, on n'est plus gêné comme il y a 30 ans, 20 ans, de voir une caméra au point de vue d'une salle, mais il faut être vigilant de ce que ça devient. Voilà, donc je ne vais plus parler de système sécurisé basé multimédia, maintenant je vais vous parler de sécurité multimédia. Donc, c'est-à-dire sécuriser les données pendant leur transmission sur des réseaux publics, plusieurs personnes, il va y avoir du multiplexage, pendant leur archivage sur des clouds. Donc, on n'a pas de cloud privé, on est plusieurs à stocker les données sur les clouds. Et aussi pendant leur visualisation ou leur interaction dans des mondes virtuels, etc. Voilà, donc il faut savoir que sur les réseaux, 80% des données transmises en termes de flux binaire correspondent à des données multimédia, en particulier les vidéos. C'est-à-dire qu'une vidéo, ça va correspondre à environ 10 000 messages électroniques. Voilà, donc en nombre de requêtes, ce n'est pas le plus important, mais en nombre de flux numériques, c'est très important, ça représente plus de 80%. Voilà, donc les sécuriser pendant la transmission, l'archivage, la visualisation et l'interaction. Voilà, parce qu'aujourd'hui, toutes ces données multimédia, c'est très facile de les copier, de se les approprier,
de les falsifier et de les réinjecter dans un réseau. Voilà. Donc là, on va appeler des deepfakes. Donc les deepfakes aujourd'hui, c'est soit à partir de données réelles, on va manipuler une partie d'une image ou d'une vidéo, ou alors carrément, on va générer des images ou des vidéos à partir de systèmes basés IA. Voilà. Donc la sécurité, donc il va y avoir des sécurités actives. Donc sécurité active, c'est-à-dire que j'ai les données sources que je vais vouloir sécuriser. Voilà. Donc je vais d'abord les protéger et par exemple et ensuite les diffuser. Donc c'est ce qu'on fait traditionnellement, par exemple avec du tatouage, où je vais vouloir insérer des droits d'auteur dans des images, un photographe qui a une vente en ligne de photos sur sa page web. Donc, il ne veut pas que n'importe qui puisse récupérer des photos sans les payer. Voilà. Donc, il va insérer un watermark dedans. Mais pour la plupart des applications, dans la vraie vie, ça va être une sécurité passive. C'est-à-dire qu'on va voir des données, mais on n'aura pas les données sources. On va voir des données circuler sur des réseaux, mais on n'aura pas les données sources. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une image réelle, issue d'un capteur, ou est-ce que c'est une image manipulée, issue d'un capteur mais manipulée, ou une composition de plusieurs images, ou est-ce que c'est complètement généré? Voilà. Est-ce qu'il y a des messages cachés dans ces images qui circulent, des images anodines, vous savez tous, je pense, en 2001, les attentats du 11 septembre. Donc, on s'est rendu compte, en décembre 2001, qu'il y avait des images anodines qui transmettaient des plans des avions qui sont venus percuter les tours. Voilà, c'était 3 mois trop tard. Mais depuis, si vous avez des images qui transitent sur un réseau américain, sachez que les bits de poids faibles de vos images sont substitués par du voilà, pour éviter qu'il y ait des messages cachés, en particulier sur les bits de poids faibles. Qui est le propriétaire? Voilà. Et donc, quand on parle de sécurité, de protection, on va parler de confidentialité, de droit d'auteur, d'authentification, d'intégrité et de traçabilité. Voilà, donc là, il y a différentes facettes. On peut les aborder de différentes manières. Et je vais vous présenter après quels sont les différents axes qui nous permettent aujourd'hui de sécuriser des données utilisées. Voilà. Les données. Donc, les données, j'ai des images, des vidéos, de l'audio, des contenus 3D. Alors, quand on va vouloir sécuriser, il faut que ça soit transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que si ça met 2 fois plus de temps pour le codage, pour le décodage, ça ne va pas intéresser les industriels et ça va être lourd pour les utilisateurs. Et puis aussi, donc on sait que quand on va vouloir transférer ces données, il va falloir les compresser. Donc il faut que ça soit compatible avec les standards de compression. On ne va pas inventer des nouveaux formats juste pour sécuriser. Donc par exemple, des images, c'est JPEG. Depuis plus de 30 ans, c'est JPEG qui tient encore la route. Donc il y a une rupture depuis 5 ans avec les codeurs par apprentissage machine, mais ce n'est pas encore, à ma connaissance, il n'y a pas de téléphone portable qui permet d'enregistrer avec un codeur par IA. Pas encore. Bon. Les vidéos, l'audio. Pour la 3D, il n'y a pas encore de standard international. Il y a Google qui propose un format de compression, Draco, qui a la même architecture qu'un système de codage vidéo, c'est-à-dire des corrélations, quantification, codage anthropique. Voilà. Il faut que les systèmes de sécurité soient robustes à du bruit. Quand on va être sur des réseaux sans fil, on n'est pas à l'abri d'avoir des perturbations. Et puis après, il y a des attaques bienveillantes. Vous avez une image, vous voulez rehausser le contraste, vous allez détourer un peu une partie. Ben, s'il y a eu un message inséré dedans, est-ce qu'il va être encore lisible? Par exemple. Voilà. Et voilà, pour des applications, il faut que la complexité soit faible, sinon on n'aura pas accès en temps réel. Voilà. Donc, si on veut
intégrés dans des systèmes embarqués, systèmes pour des drones, par exemple, des caméras, ou sur nos tablettes, téléphones. Il ne faut pas que ça consomme trop d'énergie et qu'on puisse avoir un résultat en temps réel. Voilà. Et il y a un principe qu'il faut toujours respecter, c'est le principe de Kashkov, qui dit que l'algorithme doit toujours supposer être connu. Voilà, ça ne sert à rien de développer un système sécurisé qui va s'appuyer sur le secret de l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des systèmes de cryptanalyse, de SEG-analyse qui vont découvrir, qui vont réussir. Si on peut avoir plusieurs instances du système, chaque fois un original et puis après un protégé, et on va voir ce qui se passe, on va pouvoir analyser et on va découvrir l'algorithme. Donc le plus simple, c'est de se dire toujours que l'algorithme est connu de tout le monde. Et donc, du coup, le secret va reposer uniquement sur une clé. Donc une clé secrète, parce qu'on est sur des systèmes symétriques, des clés privées, publiques, privées, si on est sur des systèmes asymétriques. Donc, est-ce que vous pouvez me dire les grands domaines qui vont nous permettre de sécuriser des données multimédia? J'en ai dit déjà quelques-uns. Et... Du coup, je tente la cryptographie, oui. Cryptographie. C'était dans mon titre. Le chiffrage. Comment? Chiffrage. Oui, c'est cryptographie. On dit chiffres. Enfin, avec clé ou sans clé. Oui, oui, on sait. Un petit peu de tatouage numérique. Voilà, le tatouage. Voilà, donc on a, vous avez dit, donc, le chiffrement, d'accord, l'insertion de données cachées, qui va contenir soit du tatouage, soit des séganographies. Chiffrement, on peut avoir un chiffrement complet ou un chiffrement sélectif. On peut avoir aussi du partage de secrets. Je vais y passer 2 minutes là-dessus. Ou de l'obscuration. Voilà, de l'obscuration visible ou non visible. Donc, voilà, dans l'exposé de Malte, dans le cours de Malte, j'ai parcouru 3/4 d'heure à peu près sur chacune des parties. Donc là, je vais balayer très rapidement. Ça fait combien déjà, un quart d'heure à peu près? Oui. Ouais. Très rapidement ces 3 aspects-là, et puis en fonction du temps, je développerai des méthodes qu'on a développées dans l'équipe ces derniers temps. Voilà. Donc ça, c'est mon plan. Donc le chiffrement. Le chiffrement, c'est l'art de masquer des données. Donc ça va permettre de mettre en avant certaines propriétés de sécurité, la confidentialité, l'authentification, l'intégrité, la non-répudiation. Non-répudiation, c'est-à-dire que si je chiffre un message et que je l'envoie à quelqu'un, je ne peux plus nier lui avoir envoyé ce message. Voilà. Donc voilà, ça c'est un chiffrement complet. Alors ce qu'on va chercher à avoir, c'est de rester, de conserver les formats. Donc en anglais, c'est format compliant. Donc j'ai une image en clair, je vais la chiffrer avec un algorithme, j'obtiendrai l'image chiffrée. Mais si j'ouvre, si je veux lire cette image avec mon viewer d'image traditionnel, il ne faut pas que ça perturbe ce viewer, que je puisse voir quand même quelque chose. D'accord? Si je les transfère sur des réseaux, sur le cloud, il faut que le cloud reconnaisse que ça soit quand même une image. Voilà. Donc c'est la spécificité quand on va voir des données multimédia. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai chiffré, mais j'ai combiné le chiffrement avec l'algorithme de compression JPEG. Et donc on voit des blocs de 8 sur 8 là, qui apparaissent. Donc j'ai fait de la cryptocompression. Il faut le faire en même temps. Je ne peux pas le faire avant. Parce que si je le fais avant comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand je vais compresser cette image? Perte d'information. Comment? Perte d'information. Alors, je vais avoir perte d'information dans la quantification, mais surtout, vu que là, l'entropie est maximale, d'accord, eh bien, mon image compressée au format JPEG aura une taille plus importante que l'image originale. Donc, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Et par contre, si je compresse avant, dans ce cas-là, si je chiffre le flux compressé, dans ce cas-là, je ne fais plus du chiffrement d'image. Je fais du chiffrement de données binaires, comme si c'était un logiciel, etc. Dans le flux linéaire, moi j'aime bien dire, dans le flux,
compressé, les bits de sortie n'ont plus de couleur associée au pixel. Donc, pour ça, il faut le faire pendant pour pouvoir faire du chiffrement sélectif et sélectionner de manière la plus pertinente des coefficients, des bits qui vont permettre d'avoir un chiffrement suffisant pour une confidentialité, mais qui respecteront le temps. Voilà, donc voilà ce qu'on peut avoir hein, dans les terminologies. Donc à partir d'une image originale, je peux avoir un chiffrement complet, donc je ne vais plus rien voir. Je peux avoir un chiffrement sélectif qui va protéger, selon le curseur que je vais mettre, l'identité des personnes. Mais je vais pouvoir quand même, si je reprends l'agent de sécurité qui regarde des caméras de vidéosurveillance, qui va pouvoir voir qu'il y a 2 personnes dans la scène, d'accord? Éventuellement dire si c'est un homme, une femme, une personne âgée, un enfant, etc. Donc je vais pouvoir analyser les comportements, mais protéger l'identité des personnes. Voilà. Ou on parle aussi de chiffrement partiel. Donc, ce n'est pas pareil que du chiffrement sélectif, parce que le chiffrement sélectif, il est global sur l'image. Je vais sélectionner les coefficients, mais sur toute l'image, alors que le chiffrement partiel, je vais sélectionner des régions d'intérêt particulières et que je vais chiffrer de manière complète ou sélective, hein, mais le reste sera en haute résolution. Voilà, donc... Est-ce que vous avez des questions? Donc, je saute tout ça, hein, bien sûr. Hein. Tiens, quelque chose quand même d'intéressant, là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, le chiffrement d'image, comme le chiffrement de vidéo, depuis les années 2000, c'est des choses qui sont bien connues. Qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Ben, la qualité des débits des réseaux qui ont fortement évolué. On est tous sur de la fibre optique, des hauts débits, et la résolution des images. Donc, ce qui se passe avec la résolution des images, en particulier pour les vidéos, les macro-blocs sont toujours donc dans une vidéo de taille standard, on va dire de 16 par 16, sauf que quand on avait des formats SIF ou QSIF, un macro-bloc occupait une grande partie d'une frame, d'une vidéo. Aujourd'hui, hein, quand on est en 4K, enfin en HD ou 4K, il y a un macro-bloc de 16 par 16, il va occuper une toute petite surface. Voilà. Et comme le chiffrement va se faire en interne dans chaque bloc, et bien on ne va pas forcément protéger le contenu d'un point de vue confidentiel de la même manière. Donc là, par exemple, je vous ai affiché ces 3 images. Est-ce que vous voyez une différence sur ces 3 images? Oui. Oui, celle de droite, elle est plus floue. Celle de droite est plus floue, bien vu. Parce qu'en fait, la taille originale des images est celle-ci. Donc, dans la slide précédente, je les avais juste agrandies. Voilà. Donc, quand je vais appliquer un algorithme de chiffrement, si je ne tiens pas compte de la taille globale de l'image, je vais prendre des blocs de pixels de la même taille. Et je vais appliquer un chiffrement de la même manière. Voilà. Donc là, j'ai fait un chiffrement sélectif qui fait que j'obtiens ces 3 résultats. Et si je les remets à la même taille, eh bien, on s'aperçoit que sur une image de petite résolution, j'ai beaucoup plus brouillé l'information que sur l'image haute résolution. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un doctorant qui travaille sur de la cryptocompression de vidéos issues de drones de surveillance. Et on est sur du Full HD. Et toutes les méthodes qui sont sorties il y a une quinzaine d'années ne fonctionnent pas parce qu'ils doivent rester en H264 pour des raisons de faible complexité. Donc, du coup, on est obligé d'avoir des macro-blocs de 16 sur 16 et ça marche. Voilà, donc on essaye de trouver des solutions. Voilà, je vais passer tout ça. Alors, juste quand même, pour faire un lien avec la partie suivante sur le tatouage. Voilà. Donc là, on a développé avec un doctorant, une collègue
Pauline Puteaux, hein, qui est chargée de recherche CNRS dans mon équipe. On a développé une méthode qui est à la jonction entre le chiffrement et la stéganographie. Alors la stéganographie, on va voir juste après, hein, c'est l'art de dissimuler un message dans une image de manière invisible et indélébile si c'est robuste ou statistiquement invisible si c'est plus inséré de manière plus discrète. Le chiffrement, tout ce que je vous ai montré avant, c'était basé sur du chiffrement symétrique, avec une clé secrète. On peut aussi utiliser des chiffrements asymétriques. Donc, est-ce que vous connaissez en fait les noms d'algorithmes symétriques plus standards? Symétrique ou asymétrique? Asymétrique. Le RSA? Ça, c'est asymétrique. Ah, vous Oui, avez asymétrique. Donc, le symétrique, c'est AES. Asymétrique, c'est RSA. Donc là, on n'a pas utilisé RSA, on a utilisé un chiffrement asymétrique qui a des propriétés homomorphiques. Donc, une propriété homomorphique, c'est que une opération que je vais pouvoir faire dans le domaine clair, je vais avoir son équivalent dans le domaine chiffré. Voilà. Donc ça, on avait développé des méthodes où je prends une image, je la chiffre de manière avec un algorithme homomorphique. Je prends un message que je transforme en un pattern binaire, comme une image, que je chiffre aussi de manière homomorphique. Donc dans le domaine clair, en fait, ce message binaire, il aurait eu pour but d'aller substituer les bits de Poisson. Donc c'est l'équivalent d'une addition, on va dire, pas tout à fait, mais si je mets les bits à 0 de mon image en clair et qu'après j'additionne, donc j'aurai un message caché dans les bits de Poisson. Et si je le fais séparément, donc je chiffre mon image, je chiffre l'image de mon message, dans le domaine chiffré, et bien, si je veux faire le tatouage, ça correspond à une multiplication. Donc je fais une multiplication. Et ça, n'importe qui peut le faire. Donc ça, c'est bien parce que sur un serveur, par exemple, je peux tatouer des images avec des adresses IP ou savoir qui est-ce qui est venu sur ce cloud. Donc chaque fois, je vais pouvoir faire de l'insertion multi-message, toujours avec la clé publique. Et puis, le propriétaire, quand il va vouloir récupérer son image, il va déchiffrer et récupérer sur les bits de Poisson les messages tatoués. Et donc savoir qui est venu pendant toute la durée de vie sur le cloud de son image, qui est venu voir aussi ce qui se passe. Voilà. Alors le problème des chiffrements homomorphes, c'est qu'ils augmentent la taille. Il y a un facteur d'expansion entre le clair et le chiffré. Et ces facteurs d'expansion, ils peuvent aller jusqu'à plus de 1000. Donc c'est pas intéressant pour les images, d'accord? Parce que si j'ai une image, je la chiffre et je multiplie par 1000 son poids, ça peut être intéressant. Donc il y a le chiffrement de Palière qui lui a un facteur d'expansion de 2. Donc j'ai une image et quand je la chiffre, elle est 2 fois plus grande. C'est pas intéressant. Mais quand on veut faire des opérations dans le domaine chiffré sur le cloud, c'est quand même intéressant. Et alors, quand on augmente la taille de 2, ça veut dire que j'ai un paramètre aléatoire qui permet, pour un message en clair, d'avoir un grand nombre de chiffrés. Pour le même message en clair, je peux avoir un grand nombre de chiffrés. Et tout cet ensemble de chiffrés, quand je vais les déchiffrer avec la clé filet, ils vont me redonner le même message en clair. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a chiffré cette image. Mais au lieu de la chiffrer pour qu'elle devienne complètement un bruit aléatoire, en fait, on a choisi parmi ces paramètres aléatoires, on a essayé de trouver un chiffré qui correspondait aux valeurs d'une image haute. Voilà, donc ça, c'est une image haute, une image originale. Et ça, là, ce que vous voyez, là, ça, c'est une image chiffrée. Voilà, c'est cette image-là qu'on a chiffrée. Voilà, avec une clé qu'on ne choisit pas, hein, une clé aléatoire. Mais après, au moment de l'étape de chiffrement, comme on a un paramètre aléatoire, et on peut générer autant d'instances qu'on veut, jusqu'à minimiser la distance entre le chiffré et un pixel. Donc un pixel ici, je vous ai dit que j'avais une taille d'expansion de 2. Donc quand je prends un pixel de l'image secrète, quand je le chiffre, je vais avoir 2 pixels. Voilà.
et je vais choisir le paramètre aléatoire jusqu'à ce qui minimise la distance avec les 2 pixels ici. Voilà. Alors, bon, d'un point de vue cryptanalyse, hein, si je regarde l'histogramme de l'image originale, l'histogramme de mon image chiffrée, bon, j'ai la même forme globale, mais on dirait que c'est bridé. Mais en équivalent du tatouage, si j'avais pris cette image-là, l'image haute, et que j'avais voulu tatouer le contenu de cette image, ça veut dire qu'il faut que j'insère 4 bits par pixel. Donc je vais sacrifier les 4 bits de profil. Donc j'ai cette image qui à l'écran a l'air de même qualité, mais par contre l'histogramme est beaucoup plus dégradé, et c'est beaucoup plus visible en tout cas. D'un point de vue stéganaliste, si je vois un histogramme comme ça, je me doute bien qu'il s'est passé quelque chose. Si je vois un histogramme comme ça, je me dis, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que vous dites? Je dis oui. Oui. Il y a du bruit. Voilà. Et bon, il était compressé, je ne sais pas. Voilà. Je passe tout ça, désolé. Voilà. Alors, l'insertion de données cachées, je ne vais pas y rester longtemps. Juste une slide. Oui, c'est ça, hein, voilà. L'insertion de données cachées. Une slide, donc, pour vous montrer ce triangle pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, quand je vais faire l'insertion de données cachées, j'ai 3 idéaux à avoir. D'accord? C'est que ça soit robuste à tout. Donc, à la compression, mais aussi au changement de format, aux transformations géométriques, etc. Je veux que ça soit invisible à tout, c'est-à-dire que statistiquement, ça ne doit pas être détectable. Et je veux insérer un message le plus grand possible. Voilà. Malheureusement, si on veut être très robuste, on ne sera pas invisible. Si on veut une grande capacité, on ne sera pas invisible ou pas robuste. Donc, il faut choisir parmi les méthodes. Voilà. Donc, quand on va vouloir des méthodes robustes, on parlera de tatouage. Et quand on veut des méthodes invisibles, on parlera de stéganographie. D'accord? Mais c'est toujours, quand vous entendez stéganographie ou tatouage, c'est toujours de l'insertion de données cachées, des images, des vidéos, ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, je vais passer. Donc, par exemple, là, c'est de l'insertion de données cachées, ni robuste, ni invisible. Et dans cette image, j'ai caché cette imagette. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, cette image normale est beaucoup plus petite, mais elle est insérée de manière invisible. Pour, on va dire, monsieur tout le monde, il reçoit cette image, ben, il n'a pas connaissance qu'il y a un message caché. Après, si vous connaissez l'algorithme, vous pouvez voir qu'il y a un message dedans, mais même s'il n'y a pas de message, si vous n'avez pas la bonne clé, vous ne pourrez pas reconstruire cette image. Si vous avez la clé, vous pouvez le faire. Par contre, si cette image, j'y applique ne serait-ce qu'un changement de luminosité, ça va complètement casser le message caché. Des questions sur le tatouage? Je ne vais pas y rester plus longtemps. Non? Alors, le partage de secrets. Le partage de secrets. Qui connaît ce que c'est que le partage de secrets? Alors, partage de secrets, ça ressemble un peu à du chiffrement, mais ce n'est pas du chiffrement, parce que déjà, on n'a pas de clé. Le partage de secrets, c'est, alors combien on est? 3, 6, 9, 12, 13. Alors, on est 13. Donc, je prends un selfie, tac, avec nous 13, et on est tous d'accord, on se donne un accord en disant, voilà, cette image, pour le moment, il n'y a que moi qui l'ai, et je veux dire, ben voilà, on peut la partager sur les réseaux sociaux si un minimum d'entre nous est d'accord. Alors, on va dire quoi? Par exemple, si on est 13, allez, on va dire, s'il y en a 5 parmi nous qui sont d'accord, alors on peut diffuser cette image sur nos réseaux sociaux préférés. Alors, si je vous avais dit 13, si on était tous d'accord, s'il fallait qu'on soit tous d'accord, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comme un puzzle. J'aurais découpé mon image en 13 morceaux, d'accord? J'aurais donné une part
à chacun. Et puis quand on veut la globalité de l'image, il aurait fallu qu'on collabore et qu'on amène les 13 images ensemble pour reconstruire l'image globale. Maintenant, si on n'est que 5, et avec 5, on va reconstruire l'image parfaitement. Donc on va avoir droit à tous une part qui ressemblera, donc on va respecter le format, qui ressemblera à l'image, au format d'une image, mais comme du bruit, comme une image chiffrée. Donc comment on va faire ça? Alors, pour vous guider, je vais vous dire, on va faire plus simple maintenant. On prend les photos, mais on veut que, si on est deux, on veut pouvoir à deux reconstruire. Donc tout seul, on ne peut rien reconstruire. Et dès qu'on va être deux, ben, vous allez pouvoir reconstruire l'image. Vous avez 10 minutes. Ouais, c'est une question. Ça peut être n'importe quelle paire de personnes. N'importe quelle paire. N'importe quelle. Ah ouais. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va considérer qu'une image, c'est une matrice de pixels. Chaque pixel, c'est un secret. D'accord? Donc, pour chaque pixel, on aura une valeur de ce pixel. Voilà. Donc, si on- Qui est un secret. Donc, si j'ai une image de 10 sur 10, j'aurai 1 million de secrets. Et pour chaque secret, ça va correspondre à un point. D'accord? Un point qui aura des coordonnées IJ dans l'image. Qui aura une. Je sais où il est, ce n'est pas les coordonnées qui vont m'intéresser, c'est sa valeur. Voilà. Donc là, par exemple, je réduis le problème. J'ai un point dans un plan. C'est ça notre secret. Donc, je veux vous donner une information de ce secret à chacun d'entre vous pour que si on soit deux, on puisse le reconstruire. Parce que là, je me disais, avec les images, tu pouvais dire chaque personne a l'image moins un pixel. Bon, dès qu'on est deux, on peut avoir l'image complète. Bon, là, ça marche plus. Non, parce que l'image moins un pixel, tu vois tout le contenu. Oui, Là, on oui, voit d'accord. absolument rien. Ouais, ok. Oui, Ouais. Du coup, il faut qu'il y ait un espace par personne et que les croisements permettent. Les croisements, eh bien, regardez, quand je vais dans le plan, si par exemple je te donne l'équation d'une droite qui passe par ce plan, tu ne peux pas savoir où est le secret. Mais si vous avez tous une équation de droite qui passe par ce point, dès que vous allez être deux, vous construisez le secret. Voilà. C'est simple hein, quand on sait. Ouais. Et voilà, il fallait y penser. Et alors, si au lieu d'être deux, on veut être trois, ben, vous aviez la solution là, en fait. On va donner des équations de plan à chacun. Donc, si on veut être K, ce sera des hyperplans de dimension K-1. Et l'intersection, nous donneront chaque fois une information. Donc, ça, c'est Blackley, en 79, qui a proposé ça. Et en même temps, vous avez Shamir, qui. Donc, voilà, donc, ça fait ça, en fait. Donc, à partir du secret, là, c'est sur 5 personnes. D'accord? Donc, chaque personne a une part. Voilà. Et puis, là, j'ai mis un seuil K. Voilà, ça, c'est le nombre de personnes qui vont pouvoir reconstruire. Donc, dès que je vais avoir 3 personnes, quelles que soient les personnes, s'il y en a 4, ça va marcher aussi. Hein. Voilà. Mais si j'en ai que 2, j'ai rien. Et j'ai absolument rien. C'est pas je converge, plus on est, j'ai absolument rien. Voilà. Et donc, la même année, Shamir a proposé une autre méthode pour partager des secrets basée sur des polynômes. Voilà. Donc, si on veut faire du partage, il faut être 3 pour reconstruire. Ben, je vais avoir un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, si on est 2, ça ne va pas marcher. Il faut être 3 pour reconstruire ce polynôme. Et le secret, il est en 0 du polynôme. Voilà. Et c'est là-dessus, à partir de 2010, que les gens l'ont appliqué sur des images. Voilà. Donc ça donne des choses comme ça. Hein. Voilà, donc avec cette image, là j'ai 3 parts. Donc là j'ai fait 3, et puis je la reconstruis uniquement avec 2. Alors là, qu'est-ce que ça va être l'intersection en fait. Oui. Comment? Dans le cas d'une image,
Ben, dans le cas de l'image, c'est exactement ça. Chaque valeur. Donc, je vais le mettre dans un espace, il faut que ça soit des corps galois. Donc, enfin, il faut que ça soit c'est de l'arithmétique modulaire. Donc, je vais faire sur une image, il y a plusieurs manières. Le plus commun, on va dire, c'est de prendre la valeur 251. Si je le fais pixel par pixel, je prends 251. Donc, c'est-à-dire que tous les pixels qui ont une valeur supérieure à 251 jusqu'à 255, je perds. J'ai un petit problème. Ou alors, il faut que je rééchantillonne avant l'image. Et après, ça devient un secret. Et pour chaque pixel, je vais générer un polynôme aléatoire, mais pas pseudo-aléatoire, parce que je n'ai pas de clé. Je n'ai pas besoin de régénérer ce polynôme. Donc, pour chaque pixel, je génère un polynôme aléatoire. Et pour chaque utilisateur, je vais lui donner une valeur de ce pixel. Donc, lui, il aura, voilà, vous voyez ici, là, je vais donner cette valeur, cette valeur. Ah oui, tu donnes des valeurs, des points Des points. par lesquels le polynôme passe. Voilà, par lequel le polynôme passe. Donc là, ce qu'on voit, c'est les points des polynômes. Voilà. Et comme j'ai un polynôme de degré 2, de là, c'est attends. Ouais. Donc, il me faut un ensemble de points qui me reconstruit le polynôme. Et une fois que j'ai ce polynôme, donc c'est avec une interpolation de la manche, après, je calcule ce polynôme en 0 et je reconstruis la valeur. OK? Ouais. Bon, c'est vrai que, par exemple, on est 3, donc il faudrait des hyperplans pour. Non, alors, il y a deux approches. C'est soit avec des plans, des hyperplans, soit avec des polynômes. Voilà. Donc, imaginez, donc, en fait, on est en 3, donc normalement, il faudrait soit le polynôme, soit l'hyperplan pour savoir les valeurs de ce pixel exactement. Mais après, en fait, je me demande est-ce que ça existe des systèmes d'attaque. Par exemple, on n'est que 2. Alors, on connaît une partie d'information, mais on ne connaît pas tout. Après, vu que ce sont quand même une image, donc il existe certaines théories pour l'image. Alors, oui, il y en a qui attaquent, il y en a qui mentent, qui se font passer pour des participants avec des fausses parts, pour voir à la reconstruction ce qui se passe aussi. Donc ça, c'est, on va dire, un sujet d'actualité. Nous, on ne travaille pas sur ça, nous, on travaille sur s'il y a des parts, parce que là, on est dans le domaine spatial. Si quelqu'un enregistre son image, sa part en JPEG, donc on va avoir une part bruitée. Et est-ce qu'on peut reconstruire le secret? Donc le polynôme, du coup, les polynômes, pardon, là, ils vont être bruités. Donc on arrive on est en train de démontrer des choses uniquement quand on utilise un facteur de qualité de 100, parce que facteur de qualité de 100, on sait que les valeurs des pixels changent que de plus ou moins 1. Et statistiquement, il n'y a que 8% des pixels qui subissent une modification. Mais si on change, après, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, on l'a fait aussi sur de la 3D, des choses comme ça. On l'a fait dans JPEG aussi directement. Voilà. Mais je ne sais pas combien de temps il me reste du coup. 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Voilà, donc l'obscuration. Donc l'obscuration, c'est un terme qui est apparu, on va dire, il y a 5 ans à peu près, qui vient compléter un peu ce tableau-là. Alors l'obscuration, c'est protéger le contenu d'une image. Donc là, bon, ben là, j'ai fait une pixelisation, d'accord, pour protéger l'identité de cette personne. Voilà. Donc je veux assurer la confidentialité visuelle. Donc par exemple, pour un témoin, une vidéo de témoignage, vous avez tous vu à la télé déjà des témoins dans le quartier, il a vu, je sais pas moi, un meurtre, donc il veut protéger, il peut se protéger lui-même, donc il est d'accord pour témoigner, mais on va modifier sa voix et on va protéger son visage. Voilà. Le problème, c'est que ce qu'on voit à la télé, soit le journaliste, il a filmé
Parce que c'est pas au moment où il filme que c'est protégé, d'accord? Donc là, sur sa caméra, s'il se fait attraper avant de retourner au bureau, ben, quelqu'un va pouvoir avoir la vidéo originale. Il faudrait que ça soit fait au moment où on filme. Voilà. Mais après, il va faire du post-traitement, il va flipper la personne pour que, après, quand ça soit diffusé au journal de 20 heures, on puisse pas reconnaître la personne. Donc, soit il garde la vidéo originale, et ça, c'est dangereux, parce que si le témoin dit des choses, voilà. Soit il efface. Dans ce cas-là, s'il efface, il n'a plus que la vidéo floupée, et c'est anonymisé, mais pour toujours. C'est-à-dire que si après, il y a un jugement dans un tribunal et tout, on va peut-être plus pouvoir réidentifier le témoin. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire de l'anonymisation pour des visages, hein, on a fait aussi pour d'autres choses, mais que ça soit réversible, donc avec une clé. Voilà. Donc ça peut être réversible ou pas réversible, et ça peut être visible, comme ici, ou non visible. Voilà. Et nous, ce qu'on cherche à faire actuellement, c'est que ça soit réversible et non visible. Donc ça se rapproche du deepfake. On va générer des deepfakes, mais pas de séquences générées aléatoirement. C'est-à-dire à partir d'une vraie vidéo, d'une vraie image, on va transformer le contenu en un autre contenu pour plus reconnaître le contenu original avec une clé. Et si on a la clé, on peut revenir au contenu original. Alors pas forcément avec un PSNR infini, mais suffisamment pour que, par exemple, le classifieur puisse réidentifier la bonne personne ou puisse retrouver la classe de l'objet qui est contenu. Voilà. Donc, des méthodes d'obscuration, hein. Du coup, ça vient enquêter un peu sur d'autres domaines que je vous ai montrés, comme le chiffrement. Donc, par exemple, là, c'est donc à partir d'une image originale. Donc là, je fais une pixelisation avec des blocs de 15 sur 15 pixels. Bon, même s'il n'y avait pas eu d'image originale, vous pouvez voir qu'il y a des écureuils. Après, si ça s'appelle tic ou tac, vous ne reconnaissez plus. Ça, c'est du mélange, du mélange de pixels par bloc. Donc, dans un même bloc, je fais une permutation des pixels. Donc là, par exemple, l'histogramme, c'est exactement le même. Je ne change pas du tout l'histogramme. Donc là, ben, je change. Ça, c'est pas réversible. Ça, c'est réversible. Bon, là, je ne vois plus rien du tout. Et puis là, ben, j'ai simplement flouté. Ça, c'est irréversible aussi. Voilà, mais là, on voit qu'il y a des écureuils. En fonction de la taille du noyau, bien évidemment, on va voir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les classifieurs se comportent quand on va obscurcir une image. Donc là, juste une question, sur le floutage, on pourrait faire du filtre de binaire. Ah oui, voilà, donc on peut faire des attaques par débruitage. En effet, on peut faire. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure un papier qui le fait, il y a 3-4 ans, qui le fait. Mais voilà, naïvement, si je prends cette image, donc avec un classifieur classique, hein, ancien, on va dire, Inception V4. Donc, c'est une image de ImageNet. Donc, dans ImageNet, hein, il y a 1000 classes et il y a à peu près 30 classes de chats, je crois. Hein, donc là, il trouve que c'est un chat persian. Voilà, et avec une confiance de 94%, donc pas de souci. Ben, si je lui applique un pixel scrambling avec des blocs de petite taille, ben regardez ce qui se passe. Ça améliore même un petit peu la classification. Pourquoi? Qu'est-ce que fait un classifieur en entrée? Il sous-échantillonne l'image, hein, puisque le classifieur il prend en entrée des images de 300 par 300 au mieux. Donc, en fait, j'ai lissé un peu ce qui se passait dedans et ça améliore la classification. Comment? Ça fait un filtre anti-aliasing. Voilà, tout à fait. Par contre, si j'augmente la taille des blocs, si je prends des blocs de 10 sur 10, et bien là, je les ai. Là, il est complètement perdu. Alors que pour le système visuel humain, on voit toujours que c'est un chat. D'accord? Et bien la machine, on la trompe. Donc, vous connaissez les systèmes d'empoisonnement où je vais faire
j'ai une classe, hein, vous avez tous vu, là, avec le panda qui est détecté comme... Les attaques adverses. les attaques adverses, voilà. Ben voilà, là, ça se comporte comme une attaque adverse pour la machine, parce que, et en plus, il est confiant, hein, c'est ça le classique. Voilà. Et donc, si j'augmente encore plus, ben là, il est perdu. Bon, là, il m'a dit un rideau de douche, voilà, mais à 16%. Mais le chat persien est quand même resté dans le top 3. Hein. Ici, il était dans le top 3, mais à 69%. C'est-à-dire que, enfin, il y a 1000 classes, hein, si on fait millienne, c'est un peu moins, mais bon, c'est clair. Donc voilà, donc on s'amuse comme ça. Alors, ce qu'on a fait, par exemple, avec la base MNIST, donc c'est avec des chiffres là, de 0 à 9. Donc, on encode l'image. Et dans l'espace latent, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des clusters pour chaque chiffre. On a calculé à partir d'un sous-ensemble de la base des centroïdes. Et on a calculé un vecteur de translation d'une classe vers l'autre. Et donc, avec une clé, quand on a une image d'un zéro, pseudo-aléatoirement, je le fais aller vers, là, je l'ai fait aller vers 2. Et donc, je translate tous les coefficients du vecteur latent vers le cluster du 2. Voilà. Et donc, j'obtiens cette image. Sauf que, quel est le problème? Le problème, c'est que les clusters, vous avez tous vu des clusters dans une projection en 2D, une projection ACP ou d'autres, ils n'ont pas la même forme, les clusters. Donc, je peux très bien avoir un 0, d'accord, qui est bien dans le cluster du 0, mais quand je vais le translater vers le 2, ben, je n'ai pas la garantie qu'il tombe dans le cluster du 2. Donc, ça, c'était les premières méthodes qu'on avait développées. Voilà. Ça, je ne vais pas le faire. Donc là, par exemple, on l'a fait sur des visages. La même chose que je vais vous dire, on l'a fait sur des visages. Donc ça, c'est un visage original, issu d'une vidéo. Alors pour le moment, là, on avait fait séparément, chaque frame, les unes après les autres. Voilà. Et pareil, là, qu'est-ce que j'ai fait? Mon vecteur latent de ce visage-là, je l'ai bruité. Je l'ai bruité, mais le problème, c'est que si je le bruite, donc avec une clé, je ne suis pas sûr qu'au décodage, je réobtienne un visage. Donc, il faut que je garde la même distribution pour chaque coefficient. Voilà, donc ça, ce n'est pas évident. Donc, avec les auto-encodeurs variationnels, on peut y arriver, mais on n'a pas tout le temps la garantie. Donc là, j'ai ce visage qui a été obscurci en ce visage. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas très, de bonne qualité, mais donc, ça, hier, je me baladais dans la forêt tranquille. Et là, soudain, devant moi, un écureuil géant énorme. Voilà, donc ça c'est la vidéo, mais ce n'est pas la vidéo originale, c'est la vidéo issue de... J'ai pris les frames de la vidéo originale et je les ai croppés. Enfin, c'est normal, lui, donc il les a croppés pour les recadrer pour que notre système fonctionne mieux. Du coup, on n'a pas refait un recalage de pause, des choses comme ça, et on a traité indépendamment chacune des frames. Voilà, et donc ça nous donne ça. Hier, je me baladais dans la forêt tranquille. Et là, soudain, devant moi, un écureuil géant énorme. Voilà. Et à partir de ça, avec la clé, on peut revenir à celle-ci. Voilà, on ne peut pas revenir à la vidéo originale. Actuellement, il y a un postdoctorant qui travaille là-dessus. Donc, je vais y venir. Voilà. Donc, si on ne fait pas sur des vidéos, mais sur des images, voilà ce qui se passe. Donc là, on l'a fait avec du transfert de style, des méthodes style transfert, StyleGAN 3. Je ne sais pas si ça vous dit. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, ici, j'ai le visage original. Là, j'ai généré avec StyleGAN 3
un visage complètement aléatoire que j'ai appris sur des visages, d'accord? Et ensuite, j'ai combiné ces deux visages dans l'espace latent pour obtenir ce visage, voilà, qui est donc le visage anonyme de celui-ci. Il y a un visage, il y a aussi des méthodes comme ça qui font du morphing entre deux visages. Vous connaissez l'application la plus dangereuse actuelle? Alors, là, le but, c'est qu'on ne reconnaisse pas cette personne. Et celle-ci, elle n'existe pas. Donc, si ça, on la reconnaît, on s'en fiche parce qu'elle n'existe pas. Mais pour les passeports, donc il y a des gens qui se prennent une photo où on les reconnaît, mais qui n'est pas une photo d'eux, qui est une photo combinée avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est une autre personne qui existe. Ce qui fait qu'il y a deux personnes qui peuvent utiliser après le même passeport. Quand vous allez dans un aéroport, hein, quand vous remet, et ben, il réidentifier les deux personnes sous la même identité. Voilà. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc là, nous, le but, c'est qu'ils ne reconnaissent pas cette personne. Voilà. Et ensuite, avec la clé secrète, voilà ce qu'on est capable de reconstruire. Alors, vous allez dire, ben, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais là, on a une base avec 2000 identités. Et quand on fait des mesures de distance, hein, par exemple le FID, eh bien c'est celle-là qui apparaît en top 1. Voilà. Donc on arrive à réidentifier. Donc si par exemple, j'ai sur des caméras de vidéosurveillance un suspect et que j'ai dans un poste de police un ensemble de suspects, je vais pouvoir, avec qui ont été avec des témoins, etc., mais je vais pouvoir dire quel est le suspect qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu sur la caméra de vidéo. Voilà. Donc, en effet, donc ça c'est un papier de 2001. Voilà. Du laboratoire Viper, hein, avec Edouard Depp. Voilà. Donc, il y a, vu à l'époque, hein, ça a beaucoup changé depuis, mais voilà. À partir d'une image originale, voilà différentes méthodes d'obscuration. Donc, du flou gaussien, flou médian, pixelisation, un chiffrement, un scrambling, etc. Ben voilà comment on les reconstruit. Alors, il y en a, tout ça, c'est sans clé. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est les LUS. D'accord ? Donc ça, c'est des attaques par débruitage. Et avec un flou gaussien, ça ne suffit pas pour protéger la confidentialité d'une personne. Parce qu'on voit que assez facilement, on peut le débruiter avec un fil de lumière, par exemple. Voilà. Mais là, ça, quand même, c'est impressionnant, parce que là, il y a une clé. Et lui, quand il a fait ça sans clé. Donc, il y a quand même des choses... voilà. Mais avec les méthodes basées IA, ça devient plus dur, à l'époque. Maintenant, on commence à y arriver. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous montrer ce qu'on fait actuellement avec Paul Lavarbarie, qui est en postdoc dans l'équipe. Donc là, on est sur les modèles de diffusion. Donc, qui travaille avec les modèles de diffusion actuellement? Non? Bon. Modèle de diffusion, hein, l'idée, c'est de faire un traitement itératif sur une image ou sur d'autres types de données, voilà, jusqu'à ce qu'on transforme le contenu original en un bruit uniforme. Voilà. Donc ça, c'est le process, the forward process. Voilà. Et puis après, on peut régénérer l'image à partir d'un bruit gaussien. Là, ici, je vais avoir un bruit gaussien. J'ai le backward process qui va me permettre de reconstruire à partir uniquement de ça et du réseau, des paramètres du réseau, de reconstruire l'image originale. Donc là, entre ce qui s'est passé ici et là, il s'est passé 5 ans, donc des méthodes d'anonymisation des visages, il y en a eu beaucoup. Mais personne s'est lancé dans les modèles de diffusion. Donc, on est les premiers, on fait un peu la course pour terminer les résultats, pour soumettre un papier. Voilà. Donc je vous fais confiance. Normalement, on doit le soumettre en randonnée. Voilà. Mais bon,
Ça traîne un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait le modèle de diffusion directement sur l'image. On a encodé l'image pour avoir un vecteur latent. Donc là, on a un vecteur latent de dimension 80 000, hein, qui est très grand. Après, on a fait le processus forward pour transformer ce vecteur latent en un bruit blanc. Et c'est là qu'on est venu anonymiser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait actuellement pour anonymiser avec une clé secrète? Donc, naïvement, au début, on s'est dit, ben, on chiffre chacun des coefficients, mais au décodage, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on ne respectait pas toutes les distributions. Alors, pour le moment, ce qu'on a trouvé, c'est avec une clé secrète, on génère une séquence de 1 et de -1. Voilà. Et les coefficients, on va juste changer leur signe. Une fois sur deux, quoi. Une fois sur deux, on change le signe. Et pour avoir plus de stabilité, en fait, on s'autorise d'avoir le masque du visage pour ne pas aller perturber le fond ni les cheveux. Voilà, donc on conserve l'image originale, le fond et la chevelure, et après on va modifier le visage. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là ça c'est le masque M, ça c'est la clé qui fait -1 ou 1 sur certains coefficients. Donc il y en a qui sont perturbés et il y en a qui ne sont pas. On peut aussi dire que voilà, je fais que sur une sous-partie de mes coefficients. Nous, on le fait sur tous les coefficients. Sachant que quand je tire un 1, je ne le modifie pas. Donc déjà, par défaut, aléatoirement, j'en modifie que 50%. Après, je fais le process inverse. Je décode. Et voilà le visage que j'obtiens. Donc là, c'est complètement différent du visage original. Et si je réinjecte le visage anonymisé, d'accord, ben je fais un forward sans aucune information. Donc, on est capable de le faire avec le masque sans avoir le masque du visage original, avec le masque du visage anonymisé, avec la même clé secrète. Donc, c'est la seule information que j'ai besoin. Et vous allez voir, les résultats sont quand même intéressants. Donc, si j'ai la clé secrète, eh bien, je reconstruis cette image. Voilà. Donc là, on s'est comparé à l'état de l'art, donc avec des méthodes 2024-2025. Donc, à partir de 3 exemples de visages originaux. Donc, voilà ce que nous, on obtient pour la partie anonymisée. Alors, une fois qu'on est anonyme, donc là, c'est peut-être des choses qui vous intéressent. Il y a plein de métriques. Qu'est-ce qu'on veut? On veut, d'abord, il y a pour le système visuel humain et pour la machine. Il y a la mesure, est-ce qu'on ne reconnaît pas la personne? Mais aussi, est-ce que l'image construite semble être une image réelle? Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Donc, il y a 4 critères qu'on veut. D'accord? Donc là, par exemple, ça, bon, c'est possible, mais la personne est vieillie, pourquoi pas. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu flou, etc. C'est pas de bonne qualité. Hein. Ils ne sont pas de très bonne qualité. Ici, ça ressemble. Voilà. Lui, ça ressemble. Alors lui, ça ressemble, pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas le système visuel humain qui veut tromper, c'est la machine. Donc c'est de l'empoisonnement. Donc ça veut dire que là, ces visages, ils sont anonymes pour une machine. Si vous avez des systèmes de vidéosurveillance qui vont reconnaître directement les personnes qui circulent dans le couloir, ben là, c'est empoisonné en fait. Il va se tromper de personne. Voilà. Alors que nous, on cherche à ce que ça soit visuellement différent. Voilà. Et bien évidemment que la machine ne reconnaisse pas l'identité de la personne. Et ensuite, il y a le processus de désanonymisation, donc de reconstruction. Voilà. Et là, nous, on gagne. Enfin, il y a un mois, on gagne encore, hein, mais je ne sais pas entre-temps ce qui s'est passé. On gagne tous, hein, ça se montre ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, cette métrique doit être la plus petite possible. Hein, donc, avec FaceNet. Donc là, ils sont entre 0,2 et 0,17. Hein, nous, on est à 0,08. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc là, c'est 2 autres exemples.
Donc ça, c'est les visages anonymisés. Voilà. Donc là, c'est vraiment différent. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien désidentifié, désanonymisé. Si vous avez la bonne clé, vous reconstruisez de manière fidèle l'image originale. Et si vous n'avez pas la clé, mais que vous connaissez l'algorithme, que vous utilisez des clés au hasard, ben voilà ce que ça donne. Alors c'est intéressant parce que ça donne pas le visage original, on ne peut pas réidentifier, mais ça donne des visages. Donc en fait, c'est trompeur parce que pour un attaquant, habituellement en cryptanalyse, quand on n'a pas la bonne clé, quand on déchiffre quelque chose qui est chiffré, on n'obtient que du bruit. Donc il peut faire une attaque par force brute jusqu'à ne plus avoir de bruit. Et en théorie, c'est que la bonne clé qui va lui donner quelque chose en clair. Alors que là, quelle que soit la clé, bon là c'est un peu, c'est pas très bon, hein, mais donc là il doit se douter de quelque chose. Mais vous voyez les trois autres là, quand même, avec une mauvaise clé, il reconstruit un visage, mais il ne sait pas si c'est le bon. Voilà. Je passe ça. On a travaillé aussi sur des modèles 3D pour les protéger par déformation. Voilà, et je termine par la conclusion. Très bien. Oui. Alors, en conclusion, voilà, sécuriser ces données pour la transmission, pour l'archivage, pour la visualisation, pour les interactions. On a un projet à ENER pour protéger des contenus 3D dans le métaverse. Voilà, il faut savoir que quand vous avez, je ne sais pas si vous êtes des plus jeunes, hein, si vous jouez dans des mondes virtuels. Non, il n'y a pas de gamer. Voilà. Mais bon, voilà, après, on a vite fait de mettre sa carte de crédit pour acheter des gadgets, des outils. Voilà. Par exemple, Nike vend des chaussures virtuelles pour un avatar à 100 $. Donc, voilà. Et donc, forcément, après, ils veulent protéger que quelqu'un ne puisse pas les récupérer sans les avoir payés ou des choses comme ça. Bon. Ah ouais. Mais c'est surtout, ça, c'est plus de la sécurité, ça, c'est on va dire, du financier, etc. Voilà, mais ça devient vital aujourd'hui, hein, avec ces caméras qui apparaissent de partout. On est filmé sans cesse. Voilà. Donc, il faut en sécurité multimédia. Il faut beaucoup de compétences de manière très variée. D'accord? Ça va du traitement du signal jusqu'à la cryptographie, en passant par le traitement d'image, l'informatique graphique, le machine learning, la théorie de l'information, le codage et bien évidemment l'IA statistique. Voilà. Mais il y a quand même, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'applications. Il faut sensibiliser en particulier les jeunes, les adolescents, etc. Que voilà, c'est pas anodin de déposer des images, des vidéos avec des copains, parce que après ça peut être utilisé de manière malveillante. Donc on peut les mettre en les protégeant de cette manière. Voilà. Et là je fais un petit point. Donc le machine learning, hein, ça a commencé par du deep learning, des CNN, des réseaux adversaires. Les transformers aussi, j'en ai pas parlé, mais avec les transformers, on peut aussi prendre en compte l'attention. Donc ça va être intéressant, et les modèles de diffusion. Voilà. Donc dans le monde virtuel, donc c'est un projet qui nous lie le LIRM avec l'IRIS. Donc Florent et Florence et Guillaume Yaboué. Et le Gypsalab en particulier avec Kai Wang, on travaille. Donc nous on fait de l'obscuration, à Grenoble ils font du tatouage et à Lyon ils font l'évaluation de la qualité et de la sécurité. Voilà, il faut toujours être critique. Il ne faut pas croire que parce qu'on a mis une couche de sécurité, ça va marcher. D'accord? Donc ça c'est un journal, un canard, ouais. Voilà, où le journaliste il a flouté le visage. Mais bon, il a un effet sur le miroir. Hop. Alors, une petite pub quand même. Tac, ça se passe. Voilà. Si vous voulez approfondir un peu, donc il y a des ouvrages qui
sont pas trop vieux encore, hein, 2022. Voilà, donc vous avez un premier tome qui présente un peu toutes les facettes de l'authentification et l'insertion de données cachées, avec des auteurs au niveau national. Vous avez Irisal avec Teddy, Patrick Bas, vous avez Poitiers ici, etc. Vous en avez pas mal. Et puis le deuxième tome, biométrie, vidéosurveillance, multimedia encryption, pareil. Hein, où là, Wassim et Olivier sont auteurs de ce chapitre, par exemple. Donc là, entre les deux tomes, vous avez un aperçu global de ce qui se passe actuellement en sécurité de données multimédia. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut poser quelques questions s'il y en a. Moi, j'en ai peut-être quelques-unes, mais alors, juste sur la conclusion, tu dis il faut justement être vigilant. Est-ce qu'il y aura ou il y a des algos finalement qui vont être un peu grand public à un moment où ça peut aller vers ça? Alors, par exemple, dans Photoshop, dans Adobe, les dernières versions, vous avez un onglet tatouage. Donc, vous pouvez, une fois que vous faites, vous générez une image, vous faites une composition sur Photoshop, au format Photoshop, là, c'est .ai. Je crois que c'est ça, non? Le format propriétaire de Photoshop, vous pouvez insérer une marque. Voilà. Après, il y a sur des GitHub, peut-être partout, des systèmes soit de chiffrement, soit de tatouage, c'est plutôt là-dessus. Hein, mais voilà, autant on sait aujourd'hui, j'ai une image, je veux la transférer, je l'enregistre, je prends une photo, si elle est en format brut, je l'enregistre en JPEG pour la transférer, je ne vais pas transformer, je ne vais pas envoyer un PNG ou un PPM là-dessus. Si je veux la chiffrer, il n'y a pas de standard. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, les standards JPEG, tout ça, à un moment donné, il y avait JPEG sec, et c'est un peu tombé à l'eau, j'ai l'impression. Donc, toujours. C'est pas standardisé. C'est toujours du bricolage d'un côté ou de l'autre. Et alors, j'avais rapidement sur les aspects traçabilité, tu en as parlé. Du coup, vous travaillez aussi sur ça. J'imagine que c'est encore plus compliqué. Enfin, traçabilité, par exemple, juste sur vos derniers travaux. Vous travaillez un peu sur la traçabilité ou pas du tout, pas encore? Alors, moi, ce qui me reste en traçabilité, c'est avec des collègues de l'université de Sfax. Donc, c'est des collègues qui sont en poste là-bas, qui m'avaient sollicité. Donc, je suis rentré dans la traçabilité par l'intermédiaire de collègues de Gaëtan, de Gatsby, avec Mathieu Desoubeaux, voilà, il y a une quinzaine d'années. Voilà. Et à partir de là, une fois que la thèse, bon, ils ont continué sur d'autres choses. Et on le fait par exemple sur des vidéos avec des cartes de profondeur. Voilà. Parce que le problème de la traçabilité, c'est ce qu'on appelle du fingerprinting, c'est qu'on va. Alors, l'application de base, c'est je suis sur un serveur de vidéo la demande. Je prends une vidéo, je sais qu'aujourd'hui, si je fais quelque chose de légal, donc je vais m'identifier, et il faut savoir que la vidéo que vous allez télécharger, elle va être marquée. Donc, souvent, ça vous le dit, etc. Ça fait que vous n'allez pas prendre cette vidéo et la mettre en libre accès, parce que vous savez que là, ils vont venir vous taper sur les doigts. Donc, des attaquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à plusieurs, ils achètent le même film, et ils vont combiner leurs vidéos en gardant la haute qualité. Par exemple, je prends une frame du premier, une frame du deuxième, une frame du troisième, je régénère une vidéo de haute qualité, et là, le message, il est perdu. Il est perdu s'il ne respecte pas certaines propriétés. Donc, si je mets juste un identifiant sur 128 bits, c'est sûr qu'il est perdu. Voilà. Et là, il y a toute une théorie
basés sur des codes de Tardos, qui font qu'il existe des messages qui permettent que même si plusieurs personnes combinent leurs vidéos, qu'on puisse les réidentifier. Voilà. Ou accuser un innocent à tort avec une très faible probabilité. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne sait pas aller au-delà de 10 attaquants, donc s'il y a plus de 10 collaborateurs, voilà, pour garder une probabilité d'accuser un innocent à tort de 10-6. Donc j'ai une chance sur 1 million d'accuser quelqu'un, un innocent. Voilà. 10. Voilà. Sauf que, en théorie, ça marche, mais en pratique, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce code qui va pouvoir réidentifier 10 personnes parmi, je ne sais pas moi, 1 million d'utilisateurs. Voilà. Ben, ce code, la longueur de ce code est aussi grande que la longueur de la vidéo. Voilà. Donc, je ne peux pas l'insérer. Donc, aujourd'hui, on est coincé de la traçabilité pure et dure, où on pourrait aller après dans des tribunaux. Vous savez que, alors, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais il y a encore 10 ans, tous les films qui sortent, on va dire, en Europe, on va dire, Allemagne, France, Italie, Espagne, etc., voilà, qui sortent de suite, ben, dans la semaine, dans l'Europe de l'Est, ils sont diffusés. Ils sont diffusés parce que vous avez des gens qui viennent dans les salles, d'accord, avec des caméras haute définition, qui se placent de manière optimale et qui vont faire ce qu'on appelle du camcorder. Voilà. Donc ça, et ça, il y a quand même un tatouage. Quand vous enregistrez, quand vous filmez tous les films, quand vous allez dans les salles numériques, tous les films sont tatoués. Donc ça, sont tatoués avec l'identifiant du film, le numéro, le nom du cinéma, le numéro de la salle et l'heure de la projection. Voilà. Donc quand quelqu'un après le diffuse, allez, en République tchèque par exemple, eh ben, on sait d'où est-ce que quelqu'un l'a filmé. On le sait. Voilà. Mais on ne sait pas forcément qui c'est. Parce que dans la salle, alors maintenant, quand on va dans ces styles de salle, il faut qu'on prenne nos places. Donc on s'identifie aussi. On s'identifie. Mais il y a plein de monde dans la salle. Donc si la personne est un peu sur le côté, trop avant, trop arrière, avec les distorsions géométriques, parce qu'après il recale, on peut savoir où est-ce qu'il était. Mais on ne peut pas dire c'était toi, alors que c'était toi. Donc, je crois que c'est toi. Voilà. En ligne, je ne sais pas s'il y avait des questions. Sinon, on va peut-être s'arrêter là. Il faut que tu ailles manger. Merci beaucoup, William. Merci à vous.